Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. Bienvenue dans le podcast de l'IDRI. L'année 2026 a commencé par un grand désordre au sein de 66 organisations internationales jugées inutiles, inefficaces ou nuisibles par les États-Unis. Le 7 janvier, Donald Trump signait un décret actant le retrait de son pays de ces organisations, dont 31 sont liées à l'ONU, et notamment la Convention cadre sur les changements climatiques, traité fondateur de tous les autres accords climatiques internationaux. Le président américain tire un trait sur tout ce qu'il considère contraire aux intérêts directs des États-Unis. C'est un électrochoc qu'on va analyser aujourd'hui dans cet épisode. Un électrochoc dont on se demandera aussi s'il est justifié, nécessaire, comment en sortir par le haut, quelle nouvelle coopération pourrait pallier ce coup de frein au multilatéralisme, comment et avec qui aller de l'avant malgré tout dans ce monde en plein bouleversement, quelles réformes sont nécessaires. Voilà beaucoup de questions que l'IDRI a inscrites dans son projet stratégique pour l'avenir et dont Céline Kaufmann est venue nous parler aujourd'hui. Elle est directrice des programmes de l'IDRI. C'est parti. Bonjour Céline. Bonjour Sophie. Commençons par évoquer ensemble cette secousse sismique provoquée par un président américain qui ne prend aucune pincette depuis le début de son second mandat. Ce décret de janvier dont je parlais, qui entérine le retrait de 66 organisations internationales, c'est en fait une grosse réplique de secousses qui se sont échelonnées depuis sa prise de fonction. Oui, tout à fait. En fait, c'est dès février 2025 et la sortie d'un décret présidentiel appelant à un examen des engagements des États-Unis dans les organisations intergouvernementales, les traités et les conventions, pour déterminer lesquels étaient contraires aux intérêts des États-Unis, qu'on s'attendait à une prise de position des États-Unis. Et d'ailleurs, on s'y attendait dès le mois d'août et elle n'est venue qu'en janvier. Mais en fait, il faut bien voir que ce n'est pas une position nouvelle des États-Unis. Les États-Unis ont toujours été très parcimonieux de leurs engagements dans les organisations internationales. Pour rappel, ils ne font pas partie de la Convention sur le droit de mer, par exemple, ou de la Convention sur la diversité biologique. Et ils ont alerté pendant des années sur les problématiques du développement du système multilatéral international tel qu'il existe aujourd'hui. Mais cette radicalisation des positions, cette façon extrêmement brutale de prendre des positions est effectivement liée au deuxième mandat du président Trump et elle s'est orchestrée en 4 temps en 2025 qui acte un retrait des États-Unis du multilatéralisme. Alors tu évoquais ce premier acte donc à l'hiver dernier finalement en 2025. Le deuxième acte, c'est avril 2025. L'administration américaine se concentre sur les institutions financières internationales. Tout à fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre janvier et juillet 2025, le gouvernement fédéral américain a démantelé une partie de son infrastructure de financement à l'international, d'aide au développement. Il a démantelé l'Agence des États-Unis pour le développement international, appelée USAID, et il a rapatrié les responsabilités au sein du département d'État. Et juste pour replacer le contexte, ces financements, c'était environ 40 milliards de dollars C'est en énorme. 2023, en 2024. C'est énorme et en fait, ça représentait à peu près 40% de l'aide humanitaire mondiale. Et pour certains pays récipiendaires, ça allait jusqu'à 50% de leur aide, de l'aide humanitaire qu'ils recevaient. Mais en fait, ce qui s'est passé, en plus de ce retrait, c'est que les États-Unis ont pris cette occasion-là pour redéfinir et expliciter leur doctrine d'engagement international. Et c'est ça qui est très significatif dans ce deuxième temps. En ce sens, c'est l'intervention du secrétaire du Trésor en avril 2025, pendant les réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui fait date. Il a confirmé d'un côté que les États-Unis restaient dans la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ce qui n'était pas une évidence depuis le Mmh. décret du Ouais. début de l'année. Mais en revanche, il a posé les conditions claires en dehors de toute procédure interne de ces organisations. Ça a été une déclaration publique et donc pas concertée dans le board de ces institutions-là. Et ce qu'il a déclaré, c'est que les États-Unis restaient bien dans ces organisations-là, mais à condition d'un recentrage des activités autour de mandats épurés des questions Mmh. climatiques, des questions de genre et des questions sociales pour les FMI, et sous condition de neutralité technologique
Ce qui veut dire pour les États-Unis de reprise des investissements dans les énergies fossiles pour, la Banque mondiale. Cette position des États-Unis, donc exprimée par le, secrétaire au Trésor, s'ajoute à la rhétorique déjà présente dans le décret de février et renforcée lors du troisième acte de ce retrait des États-Unis du système multilatéral en août 2025, lorsqu'une annonce gouvernementale coupe les fonds des programmes d'aide au développement, Mmh. de soutien à la démocratie et de maintien de la paix pour utilisation contraire aux valeurs et aux intérêts américains. Ouais, cette notion toujours des valeurs et des intérêts, américains. Exactement. Ça nous amène au quatrième acte donc, début janvier, hein, 2026 avec le retrait de 66 organisations, 31 de l'ONU et 35 hors ONU. Oui, et c'est vraiment une liste à la Prévert qui a été présentée par le président, des États-Unis avec des organisations internationales de taille extrêmement différentes, mais aussi des mécanismes de coordination entre agences onusiennes qui n'ont pas de participation étatique, par exemple, UN Water. Ce qui montre bien que ce qui était important dans cette liste, c'est la symbolique du retrait des États-Unis d'un système qu'ils ont contribué à construire et qu'ils estiment ne plus leur servir. C'est la convention cadre des Nations unies sur le climat, mais c'est aussi beaucoup d'autres organisations liées au climat. Oui, vous avez raison. Il n'y a pas, en fait, de surprise dans les organisations internationales qui ont été sélectionnées. Elles font partie de la rhétorique traditionnelle du président que les forums internationaux dédiés à l'environnement et au changement climatique, au genre et au développement, notamment à la santé et à l'éducation, promeuvent des valeurs et des intérêts contraires à ceux des États-Unis. Et donc, on note effectivement la sortie de la CNUC, la Convention cadre sur les changements climatiques, du groupe d'experts, le GIEC, de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables et de l'Union pour la conservation de la nature, etc. On note aussi en fait que la liste entérine la rupture avec un certain nombre d'institutions qui faisaient le pont avec les économies en voie de développement. Mmh. Par exemple, la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, les commissions économiques régionales. Et ça, en un sens, c'est une reconnaissance que le monde a changé et qu'un certain nombre de pays sont désormais vus comme des concurrents. Mais il faut quand même noter que les États-Unis restent dans les organisations, internationales et en fait, dans la majorité d'entre elles, où leurs intérêts économiques sont en jeu. Donc l'Organisation mondiale du commerce ou l'Organisation maritime internationale, par exemple. Alors ce sont, vous le disiez, des organisations extrêmement diverses, mais en tout cas, ces reculs portent un coup terrible au système multilatéral avec des conséquences importantes parce que les Américains, vous le disiez tout à l'heure, sont des contributeurs extrêmement importants. Oui, et les impacts financiers sur le fonctionnement des organisations internationales affectées n'est pas négligeable. Tout cela dans un contexte où le budget des Nations unies baissera lui-même de 7% en 2026 et où, depuis quelques semaines déjà, le secrétaire général des Nations unies répète les appels aux États membres pour qu'ils payent leurs arriérés et cela pas seulement, aux États-Unis. Il faut bien voir que, les États-Unis étaient un contributeur majeur du multilatéralisme en général et en particulier des organisations dans le domaine de la santé. C'était le premier contributeur de l'Organisation mondiale de la santé de l'ordre de 20%, donc un cinquième du budget. On estime à peu près au même niveau la contribution des États-Unis aux institutions climatiques, à la CNUC, mais aussi au GIEC. Mais au-delà des aspects financiers, l'enjeu est bien celui des effets de tache d'huile que le comportement des États-Unis risque d'induire, et cela dans 2 domaines. À la fois parce qu'il pourrait inciter d'autres pays à le suivre pour se retirer, Mmh. d'organisations ou de traités majeurs. Mais par exemple, pour l'instant, on n'a pas vu d'autres, pays qui emboîtaient le pas aux États-Unis dans leur retrait de l'accord de Paris. Mais ça peut toujours arriver. Mais le deuxième impact auquel on peut s'attendre est vraiment lié à ce comportement des États-Unis qui, décident de choisir dans le multilatéralisme ce qui lui sied, ce qui sert ses intérêts et de laisser de côté, ce qu'il estime ne pas le servir directement. Par exemple, la décision unilatérale de ne pas inviter, l'Afrique du Sud Mmh. au G20 sans concertation avec les autres pays du G20. Ça, évidemment, ça crée des précédents qui font vraiment se Mmh. demander combien de temps avant que d'autres ne leur emboîtent le pas. Alors voilà pour le constat. Je parlais de secousses sismiques, tout à l'heure ou d'électrochocs. Or un électrochoc, généralement, c'est fait pour réveiller, celui qui le subit. Quand on voit la très longue liste d'organisations, dont sortent les États-Unis, on se dit que finalement, il y en avait quand même beaucoup.
Alors, est-ce que ça pourrait être un mal pour un bien, finalement, qui permettrait de revoir cette organisation tentaculaire? Alors évidemment, c'est une stratégie très risquée, parce que comment vraiment Mmh, choisir les domaines où bien sûr. que cela va pouvoir faire avancer, ce n'est pas vraiment, évident. Mais ce qui est vrai, c'est que le système a grossi de manière peu orchestrée, en fonction des défis qui se posaient dans les Nations unies, mais aussi en dehors des Nations unies, et cela depuis, à peu près un siècle. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans une architecture de droit international extrêmement complexe, qui crée des problèmes de cohérence de mandat, notamment parce que les sujets sont devenus de plus en plus transversaux. Oui, ça se recoupe, quoi. Ça se recoupe, Le climat, la santé, le le développement, et développement. cetera. Et il y a bien eu des mises en place de structures de coordination, je parlais de UN Water tout à l'heure, au sein notamment des Nations unies, mais en fait, on se rend compte qu'elles sont peu efficaces et qu'en plus, le modèle de financement ne suit pas et n'a Mmh. pas suivi le Mmh. développement de ces organisations internationales. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'à la base de ce système, il y a évidemment les pays qui sont représentés dans ces organisations internationales et qui, en fait, ont eux aussi de plus en plus de mal à suivre, Ouais. non pas les capacités, c'est-à-dire les ressources financières non plus, de pouvoir suivre toutes ces organisations internationales. Et on se rend compte aussi, au fur et à mesure des années, le système devenant de plus en plus inclusif, qu'il est de plus en plus difficile d'arriver à des positions communes et que le droit contraignant a largement donné la place à ce qu'on appelle le droit mou et à un droit déclaratif Mmh. qui ne permet pas des avancées substantielles dans le sens où il pose vraiment des questions de mise en œuvre, d'où l'accent mis notamment lors de la dernière COP 30 sur la question de la mise en œuvre, mais de manière plus générale Mmh. dans le système multilatéral. Alors justement, comment, avancer, dépasser ces faiblesses que vous venez de souligner, ce manque d'efficacité? À l'IDRI, vous avez, pensé votre projet stratégique à la lumière, de ces questions. Donc on va essayer maintenant de tracer quelques pistes d'avenir. Est-ce que ça passe d'abord par, des réformes de l'existant, notamment des organisations de l'ONU? Alors bien sûr, l'important, c'est de ne pas abandonner les Nations unies. Elles sont le socle, du multilatéralisme, sans quoi on se retrouve dans un monde fragmenté. Et d'ailleurs, il est important de reconnaître que, les BRICS, les grands pays émergents et notamment la Chine, tiennent Mmh. énormément à ces institutions. Si vous voyez les dernières déclarations des BRICS ou la déclaration du dernier forum de l'Organisation de coopération de Shanghai, cet attachement au multilatéralisme et notamment aux institutions Mmh. de l'ONU qui sont vues comme les seules étant vraiment inclusives et représentatives est extrêmement présent. Il faut aussi souligner que les Nations unies ne couvre pas la totalité de ce que le multilatéralisme représente. Et il y a d'autres institutions, notamment les institutions financières, Mmh. au sein de Bretton Woods, qui sont aussi les piliers de ce multilatéralisme et où, il y a des réformes en cours, notamment de gouvernance, mais qui sont extrêmement lentes et qui a conduit sur ce pan-là, les BRICS à établir leur propre banque de développement et donc, en un sens à venir en concurrence. Réforme à l'ONU aussi qui est prévue. Exactement. Il est aussi important de soutenir, la réforme des Nations unies en cours qui s'appelle ONU 80, qui vise à rationaliser Mmh. les opérations, à renforcer l'impact et à réaffirmer la pertinence de l'ONU dans le monde actuel. Il y a 3 chantiers très importants à suivre. Le premier, c'est, le chantier de l'amélioration de l'efficience et de l'efficacité interne qui est en gros un chantier de réduction des coûts, de simplification des procédures et cetera. Le deuxième, c'est une revue et une consolidation des mandats. Il y a 40 000 mandats au sein des Nations unies. C'est beaucoup. Les mandats étant la responsabilité octroyée aux organes des Nations unies par les pays eux-mêmes. Et donc là, il y a un processus en cours. Et le troisième étant la réflexion sur les changements structurels et la réorientation des programmes des Nations unies avec potentiellement une revue de l'architecture Mmh. des Nations unies. Mais bon, l'inertie est quand même très, très forte au sein de ces institutions. On sait que le secrétaire général n'a plus qu'1 an de mandat avant qu'il soit remplacé. Il n'est pas complètement clair de comment cette réforme va atterrir dans un temps aussi court et on a peut-être besoin de décisions, Mmh. radicales et d'innovation. Céline, on entend souvent que le défi aujourd'hui, c'est de réussir à mettre en œuvre ce qui a déjà été prévu. Est-ce que ça passe par d'autres manières de coopérer, peut-être, à moins nombreux, pour avancer de manière plus efficace?
Oui, tout à fait. Ce mot-clé de mise en œuvre est vraiment très important dans la réforme qui est en cours et dans le renouvellement du multilatéralisme. En un sens, on a un droit qui s'est développé, des décisions qui ont été prises et derrière, sa mise en œuvre au sein des pays, au sein des territoires, qui a du mal à Mmh. suivre parce que les décisions sont très importantes et très structurantes pour les économies du monde. Donc, faut créer des nouvelles coalitions? Et ben, en fait, dans le champ du climat, effectivement, c'est probablement là que l'on voit une opportunité pour la coopération internationale de se renouveler. Et qu'est-ce que cela veut dire très, très concrètement? Cela veut dire de pouvoir développer des initiatives qui intègrent des acteurs différents, donc pas seulement les États-nations, mais aussi, par exemple, les entreprises, Mmh. les niveaux sous-nationaux comme les municipalités, les régions, et cetera, qui ont en fait à charge de mettre en œuvre cet agenda global, sur le climat. Et puis ça veut aussi dire de renforcer les transversalités. Quand on dit climat, l'atterrissage est à la fois sectoriel et à la fois dans des politiques transversales comme le commerce ou la finance, où en fait, ce n'est pas la communauté climatique qui est Mmh. en charge de l'agenda et donc il faut bien amener à la table les ministres des finances, les parties prenantes de ces autres communautés qui ont des choses à dire et ça, effectivement, on ne peut pas l'imaginer de façon complètement universelle. Mélanger toutes ces dimensions, amènerait trop de gens à la table et donc il y a bien cette notion de coalition à d'autres niveaux et à plus petit nombre pour faire avancer l'agenda. En quelques mots, Céline, quels sont les projets de l'IDRI pour accompagner ce mouvement, dans les années à venir? Alors l'IDRI a 3 ambitions fortes sur la coopération internationale, pour les semaines et les années à venir. La première ambition, c'est de renforcer sa capacité de veille sur, les développements en termes de coopération internationale, pour comprendre ce qui est en train de se passer dans les instances existantes, mais aussi identifier les signaux d'émergence de nouvelles initiatives qui seraient de nature à changer la dynamique, soit parce que les champions, il y a de nouveaux champions qui émergent, soit, parce que ces initiatives sont innovantes dans la structuration du débat et dans les parties prenantes qu'ils amènent à la table. Le deuxième, et c'est vraiment très concret, c'est, ce qu'on est en train de faire cette année en appui au G7 français, en structurant une réflexion des think tanks sur comment faire avancer les agendas de coopération internationale qui sont très bloqués en ce moment. Et c'est intéressant dans le sens où on essaye d'outiller notre communauté, les think tanks, les représentants de Mmh. la communauté environnementale pour les amener à contribuer à des débats qui sont, par exemple, des débats dans la sphère économique ou dans d'autres sphères. Et pour En nourrir les décideurs, et j'imagine, pour nourrir notamment les G7? décideurs, notamment G7, aujourd'hui, Mmh. le climat, se discute dans les instances qui parlent de minerais critiques, de catastrophes naturelles et de résilience, quasiment plus ou autant qu'il ne se passe dans les instances, qui parlent du changement climatique. Et donc le troisième chantier? Et notre troisième chantier, c'est bien de regarder extrêmement précisément quelles sont les marges de manœuvre pour que ces organisations internationales, ces forats existants, puissent coopérer plus entre eux sur leurs programmes de travail, sur leurs évaluations communes, dans un contexte où on leur reproche en fait de ne pas travailler suffisamment ensemble et de renforcer leurs outils de mise en œuvre et donc de monitoring et d'évaluation de leurs instruments. La mise en œuvre, le mot-clé, qu'on retiendra. Ceux qui voudraient en savoir plus, hein, sur tous ces outils, sur cette stratégie que les équipes de l'IDRI ont dessinée pour les 5 prochaines années, peuvent aller visiter d'ailleurs le site de l'institut et y trouver des informations. Merci beaucoup Céline. Merci. C'est la fin de cet épisode tourné vers l'avenir de la coopération internationale avec Céline Kaufmann, directrice des programmes de l'IDRI. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'IDRI sur les plateformes d'écoute. À très bientôt, on garde le cap sur la transition.